Mesdames et messieurs, bonjour. Une fois encore, bienvenue sur un nouveau numéro de votre émission Free Speech, la parole libre. Après le bac, que faut-il faire? Quelle filière choisir pour garantir un emploi? La préoccupation revient chaque année après la proclamation des résultats du bac. Parents d'élèves et candidats deviennent très soucieux. Cette question nous préoccupe également sur ce plateau Free Speech, où nous avons invité pour vous un expert afin de proposer quelques pistes pour que les parents d'élèves puissent trouver satisfaction une fois que leurs enfants décrochent le bac. Docteur Hubert Djogué, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors, vous êtes expert en formation humaine à l'université, formateur, senior et chef d'entreprise. C'est bien ça? C'est bien ça. Plusieurs codes à votre arc. C'est une Pourquoi grâce. cela? C'est une grâce. Ah, une grâce. Alors, je l'ai dit dans mon introduction, depuis quelques années ou depuis toujours, après le bac, on constate que les parents d'élèves et les candidats ou ceux qui sont admis, les nouveaux bacheliers, deviennent très soucieux quant au choix à opérer une fois à l'université pour continuer les études afin de garantir, n'est-ce pas, un emploi. Est-ce que vous constatez la même chose que nous? Non, mais le constat est partant et est là depuis des années, ce n'est pas aujourd'hui. Cela ne date pas d'aujourd'hui et ça va continuer tant qu'on ne prendra pas certaines mesures pour pouvoir régler certaines questions qui pourraient permettre aux candidats déjà sur les bancs de s'orienter. Justement, c'est la raison pour laquelle on vous a invité. Alors, nous allons commencer par la base. Déjà au cours secondaire, on constate que le choix devient à peu près au hasard. On ne comprend pas l'élève se lève pour choisir n'importe quelle filière. Il arrive même que des élèves suivent le pas de leurs proches pour choisir certaines séries. Et nous constatons ça également. Alors, la première question que je vous pose aujourd'hui, comment opérer le choix de séries au collège? D'abord, le choix de série doit commencer depuis la maison. Depuis la maison. Pour ne pas dire depuis la maternelle, depuis le primaire. Moi, parent d'élèves, je dois commencer déjà par voir les aptitudes de mes enfants. Mais le problème, c'est que tous les parents ne sont pas intellectuels. Il y a plusieurs parents qui sont analphabètes. Oui, mais il y a des ONG qui font des efforts de sensibilisation dans ce sens, c'est vrai. Nous n'avons pas cette culture de développer des réflexes qui vont permettre de régler le problème. Mais toujours est-il que nous sommes là pour quand même dire ce qui doit être. Tout à fait. Et ce qui doit être, c'est qu'il faut déjà voir dès les premiers pas de l'enfant, voir ses aptitudes, qu'est-ce qui le passionne. Qu'est-ce qui attire beaucoup plus son attention? Sur quoi investit-il plus son temps? Et c'est cela qu'il faut prendre en compte dans son orientation scolaire. Je veux l'envoyer dans une école bilingue, par exemple, je dois savoir pourquoi. Je veux l'envoyer dans une école où c'est l'élite qui est formée, je dois savoir les raisons qui motivent mon choix depuis le primaire. Et quand l'enfant aussi est moulé dans une éducation transversale, de manière à ce que déjà à la maison, il sait vers où on l'oriente. Le choix est fait par lui-même et spontanément. Ce n'est pas à l'école qu'il verra ses camarades aller dans un courant et suivre le courant. Non, ce n'est pas ça. Et c'est justement, bon, c'est malheureusement ce qui fait qu'aujourd'hui, on est confronté à ces problèmes, ces difficultés qui font qu'après le bac, c'est vraiment un problème terrible pour les parents et pour les candidats. Alors, donc, pour en revenir à votre préoccupation, déjà au collège, il faut voir les aptitudes, mais également former les enseignants, quitte à ce qu'ils amènent les candidats à aller dans le champ de leur passion. Parce que vous ne pouvez pas imposer à un enfant ce qui ne le passionne pas et attendre un certain nombre de résultats de ce que... Vous avez parlé de la formation des enseignants. Au secondaire ou au primaire, comment ça peut se passer? Pour permettre à tous les niveaux, même à la maternelle, il faut les former de manière à ce qu'ils puissent avoir des outils pour pouvoir pour pouvoir détecter les talents qui sont au niveau de chaque enfant, quitte à discuter avec les parents de ces enfants pour pouvoir leur dire, ah, tiens, votre enfant, il est apte pour faire les sciences, il est apte pour faire les lettres, il est apte pour aller dans l'entrepreneuriat et tout ça. Alors,
le choix de série. Déjà au collège, c'est vrai que on a tout ce que vous venez de citer, on a déjà raté pratiquement cette étape-là. Nous sommes maintenant au collège, peut-être en classe de 3e, nous voulons aller en classe de seconde, ou même déjà à partir de la 6e, hein. Comment faire? Quelles sont les attitudes? C'est-à-dire, nous allons essayer de prendre exemple sur certaines séries pour parler de ces attitudes. Lorsque je prends par exemple la série A, lorsque je prends la série D, la série C, quelles sont les attitudes que doivent avoir ces élèves-là pour faire le choix de ces séries? D'abord, je voudrais remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour avoir supprimé en 4e le choix de série. Ah bon, pourquoi? C'était une erreur très grave. Alors, oui, pourquoi? parce que cela a amené les candidats pas les candidats, les élèves à faire le culte de la médiocrité. Dans quel sens? Oui, les élèves ne se voyaient plus dans l'obligation d'aller vers les sciences, alors que ces enfants sont peut-être destinés à aller vers des filières qui vont les amener vers les sciences. C'est peut-être la peur et aussi oui, ils ne sont pas coachés. Voilà, ils se laissent à la peur et courent vers les séries littéraires déjà en 4e. Et c'est arrivé en seconde, même parfois que certains parents se rendent compte. Je vais vous donner juste un exemple que j'ai vécu il y a cela 2 ans avec mon neveu, très brillant en 6e, en 5e, en 4e. Personne, ni son père, ni sa mère, ni moi-même, ni mon petit frère auprès de qui il vivait, ne savait que l'enfant là est allé s'inscrire en série littéraire. Et il a eu le BEPC brillamment, mais malheureusement, série ML. Oh là là. Or, nous, on avait pour ambition de l'envoyer au lycée pour qu'il puisse faire les sciences techniques. Bon, malheureusement, ses parents ont commencé les dossiers, pas les dossiers, et ont même déposé son dossier pour qu'il aille faire le concours d'entrée au lycée technique quand le dossier a été rejeté parce qu'il avait eu un BPC de série ML. Il fallait avoir un BPC de série MC. Alors, donc, beaucoup d'élèves ont commis cette erreur qui aujourd'hui, malheureusement, les rattrape. Alors, la question est toujours là. Quelles sont ces... Voilà. Lorsque nous prenons le secondaire, on a 3 tendances. On a d'abord la tendance des lettres, on a la tendance des sciences et on a la tendance des techniques. Alors aujourd'hui, quelles sont les attitudes pour chaque tendance? Je prends par exemple la littérature. Pour un enfant qui veut aller dans la sphère de la littérature, il doit d'abord aimer la lecture. Bon, c'est vrai, la lecture est le socle même de toute réussite dans la vie. Mais il doit faire beaucoup plus que les autres séries et aimer la littérature, développer le sens et développer le sens critique. J'ai lu et tout récemment le docteur Alexandre qui disait dans son document que le monde est en train d'aller vers un niveau où c'est ceux-là qui ont su développer la réflexion critique qui pourront tenir. Vous voyez? Comment ça? Expliquez-nous un peu. Oui, mais la robotique, vous voyez très bien qu'aujourd'hui, il y a des professions qui disparaissent. Il y aura des médecins qui iront au chômage parce qu'on n'aura plus besoin d'eux pour pouvoir soigner, pour pouvoir opérer les patients. C'est comme si la main d'œuvre bascule. Oui, systématiquement. Oui, systématiquement. Tout laisse place aux machines. Et vous voyez également avec l'évolution dans le numérique, il y aura beaucoup de changements. Et il faut que l'enfant réfléchisse, développe le sens critique pour pouvoir se repositionner, savoir que dans tel secteur, il y a tel danger et j'ai tel atout à faire valoir dans tel autre. Et c'est rien que les lettres. Ce sont les lettres qui donnent ces aptitudes à tout le monde. Les sciences exactes ne vous apprennent pas ça. Malheureusement, aujourd'hui, au secondaire, le travail ne se fait pas. Un travail doit être fait pour coacher réellement les apprenants, pour que ceux qui iraient en lettres puissent savoir ce qui les attend, qu'ils vont en lettres pour non seulement développer l'humanité ou développer l'esprit critique, mais également servir les autres, être au service des autres. Maintenant, ceux qui vont avoir les aptitudes pour travailler en mathématiques, en sciences physiques, en SVT,
pourraient aller en sciences exactes, en série C ou en série D. Maintenant, ceux qui vont aller dans la sphère technique et professionnelle, ceux-là aussi, ils ont leur rôle à jouer dans la société. Alors, ils ont leur rôle à jouer dans la société, mais nous constatons que vous avez parlé tout à l'heure de séries littéraires, mais ce qu'on constate aujourd'hui, lorsque vous prenez les élèves qui sont en série littéraire, la raison fondamentale pour laquelle ces élèves-là se retrouvent en série littéraire, c'est qu'ils fuient les séries scientifiques et ce n'est plus un amour peut-être pour la lecture. Comment faire aujourd'hui pour éviter ce problème-là à la longue? Vous le savez très bien avec moi, j'ai fait la série C. Tout à fait. Et pourtant, je suis un homme de lettres. Un homme de lettres. Vous voyez, ce n'est pas fuir une discipline ou une autre qui est le problème ou qui règle le problème. Il revient aux parents de sensibiliser les enfants. Il revient également aux enseignants de sensibiliser les élèves pour qu'ils comprennent le danger qu'il y a à fuir telle ou telle autre matière. Parce qu'en réalité, toutes les matières sont importantes pour l'homme. Et l'élève qui est équilibré, l'élève là ne peut jamais chômer s'il a certains outils juste pour compléter sa formation. Donc c'est pour cela que moi, personnellement, j'encourage les élèves à être équilibrés dans toutes les matières de manière à avoir leur mot à dire quand il s'agira de choisir telle ou telle filière. Série, surtout. Profession. Tout à fait. C'est vrai que vous avez évoqué ça de façon partielle tout à l'heure, c'est-à-dire les acteurs à impliquer dans le choix des séries. Nous constatons aujourd'hui que au collège, d'abord, les parents d'élèves sont vraiment démissionnaires en quelque sorte dans le choix de ces séries-là. Également, les enseignants, la plupart du temps, ils ont pour mission de venir peut-être donner les cours sur pédagogiquement les élèves, et puis ça s'arrête là. Aujourd'hui, puisque les élèves essaient de choisir ces séries-là au hasard, sans de suivi, quels sont réellement les acteurs qui devront être impliqués pour permettre un bon choix? Les acteurs, il y a l'élève lui-même, il y a ses parents, il y a les enseignants qui le tiennent dans sa classe, il y a l'administration scolaire, il y a également l'État, sans oublier la société. Moi, je Tout mets, ça? Oui, moi je mets je mets sept paliers. Au niveau de l'élève, oui, il doit s'écouter lui-même. Qu'est-ce que son corps lui dit? Son corps est prédisposé à quoi? Ça, tout le monde le sait. Dans quel domaine il est? Dans quel domaine il n'est pas excellent, il est à l'aise. Qu'est-ce qui le passionne? Deuxième niveau, les enseignants. Nous devons cesser d'être enseignants et d'être éducateurs. Ça, c'est un autre débat. Oui, c'est un autre débat. Non, c'est un autre débat, c'est vrai, c'est un débat. C'est vrai qu'aujourd'hui, le haut niveau, on ne parle même plus du ministère de l'Éducation, on parle du ministère de l'Enseignement. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Là, c'est encore un autre débat. C'est vraiment un autre débat. Mais l'enseignant doit savoir que dans sa classe, il n'a pas qu'à amener l'enfant à apprendre seulement, mais à également découvrir ce qui est en lui. Parce que quand Dieu a créé l'homme et l'a envoyé sur terre, il l'a envoyé pour une mission. Donc, l'enseignant doit l'aider également à découvrir la mission pour laquelle il est sur terre. Et c'est très important. Quand l'enfant aura découvert cette mission, vous allez voir que c'est des changements extraordinaires dans sa vie au regard des matières et même des enseignements. Et là, ça fait la fierté de l'enseignant. Voire de l'enseignant. Alors, deuxième niveau. Troisième niveau, l'administration scolaire. Mais le directeur, le censeur, les surveillants ont également à travailler. Mais dans un établissement, on a 4 000, 5 000 élèves. Vous pensez que l'administration est disposée à faire ce travail-là? Normalement, l'administration devrait travailler avec les PP. Parce que les professeurs principaux. Les professeurs principaux sont choisis à base des critères. Et l'administration, il reviendra à l'administration, à défaut d'aller soi-même faire le travail, de donner les moyens à ces PP-là, de suivre chaque enfant et de produire même des fiches sur chaque enfant, comme ça se fait dans d'autres pays. Je ne vais pas citer de nom. Vous voyez? Donc, ne demandez pas à l'enseignant de faire ce que le censeur va faire. Ne demandez pas à l'enseignant de faire ce que le surveillant général va faire. Et si le surveillant général n'est pas formé pour la chose, le censeur n'est pas formé pour la chose, et le surveillant va s'occuper uniquement de la discipline, le censeur des questions pédagogiques, vous voyez, on n'aura pas le résultat qu'on veut. Donc, tous ceux-là, donc tous les acteurs de l'administration scolaire sont également
impliqué. Quatrième niveau. Quatrième niveau, par rapport aux parents. Moi, mon enfant, qu'est-ce qui le passionne? Je vois bien mon enfant s'amuser dans ses élans enfantins et autres. Je vois comment il se comporte. Je sais ce qui le passionne. Et c'est justement pour cela que je voudrais rendre hommage à un ami. C'est un ami inspecteur. Son enfant a eu le BEPC. Une fille, à 13 ans. Et l'enfant était parmi les premiers du Bénin au BEPC. Mais l'enfant, après le BEPC, a refusé de continuer l'école. Comment ça? Voilà. Mais il a dit, mais quand l'enfant a refusé, sa femme s'est jetée sur l'enfant. Il l'a bastonné à mort. L'enfant a dit, mais tuez-moi, je n'irai pas. Et quand il est revenu, il a assisté un peu à la scène. Il a appelé gentiment la fille. Et nous allons sortir, nous allons faire un tour. Il a pris la fille, il a mis la fille dans sa voiture, ils ont fait le tour. Et il a demandé à sa fille, mais tu ne veux pas aller à l'école, pourquoi, ma chérie? La fille dit, mais moi, je veux être styliste. Je vais faire la couture. Il dit, mais il n'y a pas de problème. Et le papa, dans leur ronde, l'a amené dans un atelier où les femmes vendent les trucs de mercerie et autres là. Bon, ils ont acheté rubans, ciseaux, tout ça. L'enfant était très excité. Et il lui dit, maintenant, voilà, tu vois, tu es très jeune, tu n'as que 13 ans. Te mettre à l'apprentissage, c'est gaspiller le talent qui est en toi. Et moi, je crois en toi. Et le papa l'a mis en confiance. Correctement. Et la fille dit, d'accord. Et le papa dit, mais ce que je propose, nous allons couper la poire en deux. Tu vas commencer l'école, mais pendant les congés, pendant les vacances, tu iras en atelier. La fille dit, voilà, je suis d'accord. Et la fille a continué, la fille a fait la série C. La fille a eu son bac C avec mention très bien. 3 ans après. Donc à 16 ans. Et la fille a fini avec l'examen de qualification au métier. Meilleur du bon goût. Aujourd'hui, wow, la fille est à l'extérieur, mais très épanouie, immensément riche. Elle a continué avec... Elle a continué, oui, elle a continué après le bac. Elle a même eu une bourse, elle a fait l'Allemagne et tout ça, là, mais voilà ce qu'on dit. Le papa a su amener l'enfant à faire ce qu'il doit faire. Et c'est dans un dialogue. C'est dans un dialogue. Ça ne devrait les pas parents ne devraient pas imposer en réalité les séries aux enfants. Non, ça ne se fait pas. L'enfant, c'est ce qui le passionne. Mettez l'enfant dans ce qui le passionne et suivez l'enfant. Vous allez voir. Vous allez voir le génie qui sommeille en lui, qui sera réveillé et vous serez fiers de l'avoir comme enfant. Alors, vous avez parlé de l'administration. Maintenant, vous avez parlé également de l'État, le rôle de l'État. Le rôle de l'État. À 5e niveau, voilà. monsieur. Le rôle de l'État au niveau 5, c'est que l'État a le devoir de donner les moyens à l'administration scolaire, mais également d'écouter les ONG. Oui, pour pouvoir permettre aux enfants d'avoir des coachs scolaires. Nous n'avons pas ça au Bénin. Les pays qui ont compris depuis c'est-à-dire au-delà de l'enseignant, oui, vous devez avoir des coachs scolaires. Oui, c'est la question là pour écouter les enfants, faire le diagnostic, pour pouvoir amener les enfants à aller dans le monde où ils vont se retrouver et s'épanouir. Mais bon, c'est vrai, ça va... C'est vrai que nous n'avons pas assez de moyens. Voilà, ça va payer sur le budget scolaire. Mais si nous voulons y aller et régler ce problème d'orientation, il faut y aller. À 6e niveau? 6e niveau, il faut aller vers les experts. Avant les experts, la société. Alors, dans le quartier où je vois un enfant, mais l'enfant est venu au monde par quelqu'un, oui, mais je suis également son parent. Il faut que l'environnement de l'enfant également apprenne à écouter l'enfant, à éduquer aussi l'enfant, participe à la formation de l'homme que l'enfant là doit être demain. Il ne faut pas qu'on dise c'est l'enfant de tel, bon, et ça ne me regarde pas. Non, ça nous regarde nous tous. Parce que demain, quand l'enfant là sera un cas social, nous allons tous regretter, nous allons tous en souffrir. Donc la société de façon générale a également un rôle à jouer. Un rôle à jouer, un rôle pour encourager. Bon, c'est vrai, les ONG le font. Mais les ONG ont quels moyens pour le faire? Les ONG ne sont pas aussi nombreuses en tant que telles. En tant que telles. Alors, et le dernier niveau, c'est le niveau des experts comme nous autres. L'accompagnement scolaire, l'orientation. Il doit y avoir une communication. Voilà. Mais bon, nous sommes également limités.
C'est vrai, dans les universités, nous faisons le travail et c'est bon, nous voyons des enfants. Vous allez voir des enfants extraordinaires. Le Béninois, par nature, est doté d'une intelligence extraordinaire. J'ai regardé des étudiants en cycle d'ingénieur. Je vous assure, il y en a au départ qui hésitaient. Mais quand j'ai travaillé avec ces enfants, ils ont découvert qu'en eux, il y avait le génie de l'ingénierie. Et quand ils ont compris, ils sont en train de préparer le voyage pour aller en France actuellement. Alors, ça veut dire que le rôle des experts aussi Les experts est important. aussi Il va est falloir très important. investir Mais il faut dans ce également domaine. le leur reconnaître. L'expert n'est pas là pour se substituer à l'enseignant, non. Maintenant, expert que vous êtes, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez quand même mené des démarches auprès de l'État, auprès de l'autorité centrale, pour qu'il y ait quand même une reconnaissance, pour qu'il y ait quand même cette manière-là de vous considérer, à vous remettre sur le terrain afin de faire ce travail-là? Bon, il ne nous revient pas d'aller vers les autorités, ils ne vont pas nous écouter. Ben, vous allez quand même leur proposer le service. Ce que nous pouvons faire, c'est ce que nous faisons déjà, les formations que nous organisons. Déjà, même sur ce plateau, Voilà, vous avez accepté de venir vous pour voyez, parler de ça. je ne fais pas de publicité à quelqu'un, mais je sais qu'il y a une dame, Madame Abiala Nelly Tech, qui fait beaucoup également. Et nous sommes constitués en un groupe d'experts pour pouvoir régler le problème. Mais c'est vrai qu'on a touché des autorités qui semblent ne pas, qui semblent hésiter. Mais nous continuons nos formations. Nous avons des retours très encourageants. C'est d'abord ça qui nous réjouit. D'accord, merci Dr Hubert Djogé. Nous continuons avec cette émission. Nous allons parler cette fois-ci, nous venons de parler du choix des séries. Alors, est-ce que le choix de séries détermine-t-il le choix de filière à l'université? Parce que nous constatons que nous retrouvons par hasard certains élèves qui choisissent certaines séries, mais une fois à l'université, découvrent carrément une autre réalité et sont contraints à des moments donnés de choisir autre filière qui n'ont rien à voir avec la série choisie, comment on appelle, au cours secondaire. Alors, la question, est-ce que le choix de série détermine-t-il le choix de filière à l'université? C'est vrai que votre cas, exemple, ne parle pas, mais je voudrais avoir votre avis par rapport à cette question. C'est exact. Je ne peux pas vouloir devenir avocat et aller et faire les sciences dures ou une série technique et continuer jusqu'à finir dedans. J'ai perdu. Je ne peux pas vouloir devenir médecin, gynécologue par exemple, et aller faire la série A. Vous voyez un peu, donc le choix de la série, déjà au collège, détermine la suite du cursus. Pour ne pas dire la suite du cursus de vie. Vous voyez un peu? Parce que si je suis apte à l'entrepreneuriat et je perds tout mon temps sur les bancs, vous voyez, je vais finir malheureux. Alors que je pouvais aller dans ce secteur-là et m'épanouir, réussir extraordinairement. C'est le cas de la dame dont j'ai parlé tout à l'heure, Madame Abiala. Mais voilà une dame qui a étudié en France, au Canada, qui a fait de grands diplômes, qui a travaillé dans des grands groupes bancaires en France comme en Afrique, mais qui finalement a découvert qu'elle s'était perdue du chemin. Il s'est retrouvée maintenant finalement dans l'entrepreneuriat où elle fait maintenant, elle se retrouve, elle est épanouie quand vous la voyez, le jour où vous allez la recevoir sur votre plateau, mais vous allez croire, rêver. Je vous assure. J'ai bien envie Donc, de la recevoir sur ce plateau également. Le choix détermine l'avenir même. C'est pourquoi les parents ne doivent pas laisser les enfants seuls choisir. On ne devrait pas fausser ce pas. On ne devrait pas laisser les enfants seuls choisir. On ne doit pas également leur imposer cela. Il faut suivre, il faut que toutes les composantes sociales se mettent ensemble. Oui, les 7 que vous venez de citer. Pour pouvoir accompagner l'enfant dans ce choix, parce que c'est un choix de vie. Alors, c'est un choix de vie, mais nous constatons, je l'ai dit tout à l'heure, à l'université, on constate que certains pratiquement perdent de chemin et au lieu de choisir une filière qui a rapport avec leur série,
sont dans l'obligation de choisir autre filière. Est-ce que vous comprenez ce phénomène? Comment? Oui, mais ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas après le bac qu'il faut... Quelle est la raison? Mais la raison, c'est déjà que la base est faussée depuis le primaire ou peut-être le secondaire où ils découvrent une autre réalité à l'université. Vous voyez, moi je dis toujours une chose dans mes formations. Je dis que la vie de l'homme est faite de difficultés. Et il faut travailler sa mentalité pour affronter les difficultés et non pour les contourner. Lorsque vous contournez une difficulté, s'il y a une pierre qui se dresse devant vous et vous ne l'affrontez pas, vous la contournez, la pierre sera toujours là. Vous devez déplacer cette pierre. Voilà. Déblayez-vous le chemin. Nous devons apprendre à nos enfants à affronter les difficultés dans leur cursus déjà à la base pour que à l'université, ils aient la possibilité de faire toutes choses. Vous voyez, quand vous prenez par exemple la série D, un enfant qui a le bac D a la possibilité d'aller partout. Mais un enfant qui a le bac A, ne demandez pas à l'enfant d'aller faire la CBG, par exemple, ou la SE ou la FAST ou la médecine. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Mais dis toujours une chose. Si l'enfant veut, il peut y arriver. Cette année, il faut la volonté. J'ai fait une expérience extraordinaire cette année avec une candidate au bac. Elle a fait la série G, de la seconde en terminale. Elle est allée au bac G, je crois G1 ou G3, l'année dernière, il y a 2 ans. Le bac 2021, elle n'a pas eu le bac. Elle dit, mais elle ne se retrouve pas dans ça. Qu'elle veut bien aller faire un truc de la gestion et tout ça. Et elle a demandé à ses parents de l'inscrire en terminale B. G2, qui n'a rien à voir avec la série B. Elle est allée. Vous savez qu'elle a eu le bac qui vient de passer là. Parce qu'elle a une volonté. C'est ça. Parce qu'elle a découvert qu'elle a de talent ailleurs. Voilà, il y avait des matières qu'elle n'avait jamais faites. Et pourtant, elle a tenu dans ces matières-là. Elle a eu la moyenne dans ces matières au bac. Elle a eu son... Donc, apprenons à nos enfants à avoir le courage d'affronter les matières, les disciplines qui se présentent devant eux. Et quand c'est comme ça, et si l'enfant aussi a déjà découvert son talent, son potentiel qui sommeille, le génie qui sommeille en lui, il sait déjà là où il va. Les parents sont là pour l'accompagner. L'administration scolaire, les enseignants et tout le monde est là pour également l'y accompagner. Il va y arriver. Alors, c'est vrai que la question que je voudrais vous poser, c'est pratiquement la même question que le choix de la série. Une fois au collège ou à quelques jours de l'examen, on oblige les candidats à faire un choix de série. Comment ce choix peut s'opérer? Parce que c'est un choix pratiquement de dernière minute. C'est en terminale que les élèves remplissent des fiches pour opérer des choix. Ou encore carrément d'autres qui, après le bac, vont opérer ces choix-là. La question est de savoir comment ces candidats-là devront opérer ces choix. D'abord, je voudrais une fois encore féliciter le gouvernement actuel pour cette option prise par le ministère de l'Enseignement supérieur. Avant, il n'y en avait pas. Avant, on ne vous donnait pas des informations, même sur les séries, sur les filières et tout ça. Vous vous levez, vous allez au campus, vous vous inscrivez. Vous découvrez les réalités, vous lancez comme ça, comme dans un brasier. Dans la jungle, en quelque sorte. Oui, c'était comme ça. Vous voyez, moi, je voudrais proposer que le choix là soit fait déjà en première. En classe de première. En classe de première. Pourquoi? Parce que si l'enfant opère déjà ce choix en classe de première, il sait déjà ce qu'il attend. Et il se prépare davantage. Il se prépare d'abord mentalement, psychologiquement. Il doit développer le mindset qui va l'amener à avoir d'abord son bac brillamment pour y aller, mais également à affronter le secteur pour y tirer le maximum de profit. D'accord. Donc, ce n'est pas trop demander au gouvernement de souhaiter qu'il y ait la possibilité de faire déjà ce choix en première. Bon, j'ai écouté un collègue qui a souhaité même que ce soit fait déjà
en classe seconde, En classe de seconde. ce n'est pas aussi mauvais. Alors, en classe de première, pour opérer ce choix, maintenant, il faut quand même c'est vrai que vous avez cité quelques acteurs, mais nous sommes en classe c'est vrai que la réalité de maintenant, c'est que le gouvernement a fait des fois, vous venez de le dire, qu'en classe de terminale déjà, on propose des séries, des filières à l'enfant. Alors, à ce moment, à l'instant T, quels sont les acteurs qui devront être impliqués rapidement? Parce que c'est une question de bout de temps, de quelques jours. Quels sont les acteurs qui seront impliqués très tôt pour que l'enfant puisse se retrouver très rapidement? Alors d'abord, il faut premièrement faire recours à certains cabinets qui vont amener l'enfant à découvrir son potentiel, ce qui le passionne, dans quel domaine, dans quel secteur il peut se retrouver. Mais nous avons quelques semaines, quelques jours seulement. Au fait, quelques jours, mais qui vont déterminer son avenir. Donc, on n'a rien à perdre à y aller. Vous voyez un peu? Bon, à défaut de ça, parce que vous allez me demander, mais et mes oncles du village vont faire comment? Bon, il faut juste demander à l'enfant de s'écouter lui-même. Il sait ce qu'il veut dans sa vie. De s'écouter lui-même, ce qui le passionne, dans tout ce qu'on lui a présenté. C'est beaucoup de choses. Et il a choisi dans tout ça. Mais ils ne doivent pas oublier que ce que je choisis là, est-ce que ça peut me garantir un emploi demain? Est-ce que ça peut me permettre aussi de gagner de l'argent? Parce qu'on n'étudie pas pour ne pas gagner de l'argent. Chômer. La finalité, c'est quoi? C'est avoir les moyens et vivre décemment aussi. Même s'il faut prioriser l'épanouissement personnel, mais ne pas m'épanouir dans la pauvreté. Non. Alors, aujourd'hui, est-ce que toutes les filières qui sont à l'université garantissent en quelque sorte l'emploi? Parce que la question est très importante, elle est pratiquement sur toutes les lèvres. C'est vrai qu'on constate aujourd'hui que des étudiants qui vont se faire former, qui ont la licence, qui ont le master, mais qui sont aujourd'hui à la maison. C'est comme si les filières qui sont à l'université, toutes ces filières-là ne garantissent pas l'emploi. Bon, là, c'est un autre débat parce que... Oui, nous faisons également le débat. Il faut revoir un peu les offres de formation qu'on présente aux étudiants. Je suis d'accord, mais je peux dire avec certitude, celui qui va dans une filière, qui s'adonne à fond, qui travaille, mais également développe le sens critique, ne peut pas chômer. On n'est pas tenu d'être recruté par le gouvernement ou par une entreprise. Là, vous évoquez la question de l'entrepreneuriat, par exemple. Oui, de l'entrepreneuriat. C'est un peu ça. Moi, je n'ai pas attendu d'être recruté avant de créer mon entreprise. Non, pas du tout. Mais la dernière fois, au cours d'une de mes formations, j'ai présenté une vidéo où j'étais au champ, je travaillais sur mon champ. Et les gens disent, mais un grand docteur qui... Je dis, quel docteur? Qu'est-ce qu'on veut? C'est le doctorat veut bien argent. C'est ça aussi le problème. Donc, il faut montrer à nos enfants qu'il ne faut pas attendre que le gouvernement fasse leur bonheur. Ils ne doivent pas attendre que le gouvernement leur donne du travail. Il faut qu'ils recherchent eux aussi là ce qu'ils peuvent apporter comme solution à la société. C'est quoi l'entrepreneuriat même? C'est donner des solutions à la société. Je regarde dans mon environnement, je vois que les gens ont besoin de telle chose. Et je m'investis à donner des solutions à ceux-là. Et je gagne en retour. Je gagne en retour, c'est fini. C'est ça l'entrepreneuriat. Et je voudrais encore dire merci au gouvernement d'avoir développé cette politique où on facilite la tâche aux élèves d'aller dans les lycées. C'est une très bonne chose. Et vous allez voir, dans 5 ans, 10 ans, le taux de chômage va chuter. Alors, sur la question toujours, c'est vrai, vous avez dit, les filières, quand l'étudiant est très bon, peu importe la filière, il peut réussir brillamment. Mais que là, cela n'en tienne. Aujourd'hui, quelles sont aujourd'hui, selon vous, par rapport à votre expérience, les filières? C'est vrai que on vient de proclamer les résultats du bac il n'y a pas longtemps. Jusqu'à présent, je présume qu'il y a encore des étudiants qui sont dans l'espérance d'opérer un choix à l'université. Aujourd'hui, de votre expérience, vous avez vécu à l'université, vous êtes professeur aujourd'hui à l'université. Quelles sont aujourd'hui les filières porteuses d'avenir que vous pouvez
enfin, ce n'est pas de faire la publicité, que vous pouvez essayer d'étaler, que vous pouvez proposer aux parents d'élèves qui nous suivent, aux bacheliers qui nous suivent à faire le choix pour peut-être garantir un avenir? J'ai lu un rapport il y a quelques semaines. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, l'Afrique a besoin beaucoup plus d'ingénieurs. Donc, dans tout domaine. Dans tous les domaines. L'Afrique a beaucoup plus besoin des ingénieurs. Donc, le parent qui oriente son enfant à partir de sa passion, à partir de sa volonté personnelle vers l'ingénierie, a réussi. Premier niveau. Deuxième niveau, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Écoutez, j'ai découvert des choses. Quand j'ai commencé par former des jeunes en entrepreneuriat, j'ai découvert des choses pas possibles. Je vais vous donner juste un exemple. Vous savez, vous pouvez faire n'importe quelle filière à l'université, mais cela ne vous empêche pas de créer quelque chose, d'entreprendre. Vous voyez un peu ce que je dis? Donc, c'est aussi ça. Toute filière est bonne. C'est vrai, il y en a aujourd'hui qui ne vous permettent pas trop de tirer votre épingle du jeu. Je donne l'exemple de celui-là qui veut devenir professeur d'histoire-géographie. Il y en a tellement que... Vous voyez? Mais moi, je peux envoyer mon enfant faire la géographie, fini, mais pas sortir pour épreuve de géographie, mais l'orienter vers d'autres opportunités. Oui, d'autres opportunités. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Au fait, le problème, ce n'est pas les offres de... C'est vrai que les offres de formation sont à revoir, à réorganiser, mais les étudiants, les nouveaux bacheliers doivent savoir que d'abord, qu'est-ce qui me passionne? Dans quel secteur je vais me retrouver et m'épanouir? Tout part de là. Ne choisis pas de là. De là maintenant, je vois dans les offres qu'on me présente, je perds mon choix et je fais tout pour exceller dans la filière sans en ayant à l'esprit que je ne suis pas tenu d'être recruté par l'État ou quelqu'un. Mais dans l'intention de voir comment mettre au service de la société la science que j'étudie à l'université. C'est très important. Vous voyez, donc, moi, souvent, je vois que nous avons appris la bureaucratie et on veut toujours être dans y aller. Les 4 murs où on constate même des agronomes qui sont au bureau. Qui normalement sont destinés à travailler la terre, se retrouver au bureau. Au bureau. C'est grave, c'est une erreur très grave. Erreur très grave. Il faut que nous puissions nous-mêmes là aller à la création de richesses. Nous devons monétiser nos talents, nos ressources, nos compétences, nos diplômes. Alors, le choix est fait. Où on a fini l'université, où on revient, on constate que la filière qu'on a faite, cette filière-là n'est pas trop porteuse d'emploi, ne garantit pas l'emploi. Alors, que conseillerez-vous à ces personnes-là, à ces étudiants-là, qui, une fois terminés, se sont retrouvés dans une réalité? Tout à l'heure, vous avez parlé de professeur de géographie, d'histoire-géographie, qui vient sur le terrain, constate qu'il y a tellement du monde et qui n'aura pas peut-être la chance d'être inséré. Pour celui-là, par exemple, quelle serait peut-être une seconde chance pour permettre de réussir sa vie? C'est la terre. La terre comment? Qu'il aille à la terre. Pourquoi? L'entrepreneuriat agricole. Vous voyez, quand on parle de l'entrepreneuriat... Mais c'est comme tout le monde ne peut pas aller à la terre. Non, oui, c'est ça, je veux expliquer. Quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est 3 niveaux. Quels sont ces 3 niveaux? Il y a d'abord la production. Moi-même là, je cultive et je produis des tomates par exemple, ou je produis de pastèques, je prends l'exemple de pastèques. Deuxième niveau, la transformation. Vous voyez, si je ne veux pas produire, je peux transformer. Et il y a des outils aujourd'hui pour ça, facilement. Je prends, je transforme. J'ai des jus. Pure nature. Vous voyez un peu? Je ne veux pas produire, mais je peux transformer. Le niveau numéro 3, c'est la commercialisation. Si je ne peux pas produire, je ne peux pas transformer, je peux au moins commercialiser et gagner de l'argent. Et ils diront qu'ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens comment?
C'est vrai que les coachs souvent... Je vais vous donner l'exemple et qui répond directement à votre question. Allez-y. J'ai donné une formation quelque part et le maire de Kétou, Madame Cessinou, m'a invité à former des jeunes de Kétou. Je suis allé à Kétou et lors de la formation, il y avait une fille qui m'a dit, mais moi j'ai des projets, mais je n'ai pas de financement, je veux... J'ai dit, mais vous voulez combien pour démarrer? Elle dit, avec 40 000, je peux lancer mon entreprise et commencer par... Elle dit, d'accord, montrez-moi votre portable. Elle montre son portable, je vois, je dis, mais ça coûte combien? Elle me dit 120 000. Tu veux 40 000 pour entreprendre, mais tu as un portable de 120 000 francs en main. C'est une question de mentalité. C'est ce que je voulais dire. Il faut que nous amenions nos jeunes à changer de mentalité. Le paraître. Non. Il faut laisser ça de côté. Il faut laisser le paraître. Je veux donner solution. J'ai la vision. Je travaille pour que ma vision puisse être réalisée. Je me donne les moyens pour y aller. C'est la même chose à l'université. On n'est pas tenu de travailler pour l'État ou pour quelqu'un. Mais écoutez, quand j'ai abandonné l'enseignement secondaire avec l'État, j'ai créé un label APFL. Je ne fais pas la publicité. Je crois que vous n'allez pas m'en vouloir pour ça. Non, pas autant. C'est un exemple que je donne, quoi. Qui peut même aider les jeunes. Mais au temps de Covid, l'université où j'enseigne, on a fait des cours en ligne. J'ai découvert que je pouvais aussi former des gens en ligne en français pour qu'ils parlent bien le français. Et je me suis lancé dans ça. Et je dis, mais vous vous inscrivez. J'ai pris d'abord la licence au niveau de Zoom. J'ai vu qu'au Bénin, la connexion n'est pas aussi fluide pour faciliter la tâche. Mais je suis revenu juste à un groupe WhatsApp que j'ai créé pour ça. Les gens s'inscrivent, je les ajoute au groupe WhatsApp et je les forme en français. Ils me payent moi mon argent. Je suis dans mon salon. Ça, c'est un exemple. C'est l'exemple que je donne. Donc, nous devons réfléchir. Ce que nous connaissons là, nous devons réfléchir à monétiser cela pour gagner de l'argent. Et ça, c'est juste un exemple. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Là, vous parlez en tant qu'expert. C'est vrai que vous n'êtes pas nombreux dans cette société-là pour ramener la conscience de ceux-là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le message puisse passer? Parce que c'est vrai, il y a des téléspectateurs qui nous suivent actuellement, mais le message n'embrasse pas tout le monde. Mais on sait combien il y en a des chômeurs aujourd'hui au Bénin, surtout ceux-là qui vont faire des filières à l'université, mais qui reviennent encore prendre de petits déjeuners chez leurs parents. Aujourd'hui, quels sont les acteurs qu'on devrait impliquer pour permettre à ce que le message puisse passer? Quel message? Je parle de l'entrepreneuriat que vous êtes en train de promouvoir. Si j'étais DG de l'ANPE, je vais régler beaucoup de choses. Il faut commencer par proposer. Peut-être qu'il nous suit actuellement. Il pouvait tirer profit de ce que vous proposez. C'est une agence extraordinaire créée pour régler le problème. Mais malheureusement, la politique n'y est pas encore. Voilà. Peut-être qu'ils sont en train de réfléchir. Il faut avoir une structure de réorientation. Appeler les jeunes. Faire un travail à leur niveau. Et les réorienter. C'est qu'on fait le pivotage. Encore que cette structure a cet démembrement dans chaque département. Oui, voilà. On ne sort pas l'étudiant ou le diplômé de son secteur. Non. On le maintient dans son secteur, mais on fait le pivotage, on fait le lien entre son secteur et d'autres secteurs où il peut également travailler, monétiser ses compétences pour pouvoir gagner sa vie. Mais ce travail manque. Ce travail manque, c'est vrai. Bon, il y a quelques experts qui réfléchissent sur la question, mais pour que cela puisse être vulgarisé, ça vous êtes en train de faire. Et je voudrais vous remercier très sincèrement votre télévision pour ce que vous faites. Alors, c'est vrai, on a parlé d'experts, vous avez parlé d'agences. Il y a plus d'autres acteurs à mettre en œuvre. Il y a les ONG aussi. Les ONG aussi. Il y a les ONG, il y a les ministères qui ont aussi des services pour la question. Alors aujourd'hui, quel appel, nous tendons pratiquement vers la fin, quel appel vous avez à lancer à ces jeunes-là qui aujourd'hui sont à la maison, qui crient au chômage, alors qu'il y a des opportunités que vous venez d'énumérer. Quel appel vous avez à lancer à ces jeunes? Je l'ai dit et je le répète, je le dis très sincèrement. Vous pouvez même regarder dans la caméra. Et je le dis très sincèrement.
le Béninois, il y a un génie qui sommeille en lui. Qu'il faut réveiller à Qu'il tout faut prix. réveiller. Qu'il faut réveiller forcément. Il faut suivre des formations. Même s'il faut payer, il faut suivre des formations. Sur le tas, même si c'est sur le tas, il Oui, faut... les formations que les experts, les coachs et autres là organisent là, vous ne perdez rien en allant vous asseoir pour écouter. Ça va vous réveiller. Premier élément. Deuxième chose, voyez qu'est-ce qui vous passionne. Qu'est-ce qui te passionne? Je vais vous donner juste 5 clés. Allez-y, on Tu en peux a aller. besoin. Voilà, 5 clés pour ne plus suivre la vie. Oui. C'est une des modules que je donne. Premièrement, je dois me demander, mais qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Ce n'est pas mon nom, mon prénom, non. Qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Quel type de personnalité je suis? En quoi je me reconnais? Je me reconnais, je me retrouve. Qu'est-ce qui m'amène à être irrésistible? À être performant. La flamme qu'il y a en moi, c'est quel type de flamme? Deuxième question à se poser. D'où est-ce que je viens? Parce que je viens d'une famille. J'ai vécu dans une sphère culturelle qui a eu des impacts sur ma vie. Et je ne Des peux impacts pas... socio-culturels Oui, oui, surtout. bon comme mauvais. Donc je dois savoir, mais je viens d'où? De quelle culture je viens? Qu'est-ce qu'on m'a enseigné? Mon passé là, c'est quoi? Mon passé là, c'est quoi? Et il n'est pas trop tard pour le faire. Pour le faire, je viens d'où? Troisième question. Question numéro 3. Je vais où? Quel est mon objectif? Quel Je est mon vais but? où? Mon but. Je vais où? Dans 5 ans, dans 10 ans, je serai à quel niveau? Je serai là où? Dans 10 ans, je serai quoi? C'est ça qu'on appelle la sagesse de la pierre tombale. Alors, si je suis mort, je suis rassasié d'âge 100, 200 ans peut-être pour certains, si on peut s'exprimer ainsi, et je suis mort, allongé dans ma tombe. La pierre tombale est sur moi. Qu'est-ce qu'on va écrire sur ma pierre tombale? Ici repose Telle personne. Voilà. C'est ça en réalité. Comment est-ce que je vais y aller? Ça, c'est la quatrième question. Non, la troisième question. Vous avez parlé du but, d'objectif. Oui, où est-ce que je vais? C'est ça la troisième question. La troisième La question. quatrième question, c'est pourquoi est-ce que je vais là? Je vais là, pourquoi? Qu'est-ce qui m'a Vous motivé savez, à prendre ce voilà. chemin? Si c'est pour gagner de l'argent, c'est que vous avez déjà échoué. Ah bon? Oui. Mais l'objectif quand même, c'est de bien-être. Non. Le style numéro 1 devrait être de servir les autres, de donner des solutions aux autres. Et en retour, gagner quelque chose. Lorsque vous comprenez que votre existence n'est que service pour les autres, vous gagnez librement. Vous n'êtes plus conditionné, confiné à cause des questions d'argent. Vous y allez et l'argent vous suit. L'argent court derrière vous. Et la dernière question, comment y allez-vous? Là, il faut se faire accompagner. Là, il faut continuer la formation. Il faut chercher les moyens. Chercher les moyens, s'informer. Et c'est là où intervient également le rôle de nous autres, mentors et coachs. Merci beaucoup, coach, expert. Tous les noms sont choisis pour vous qualifier. Merci également. C'est quelques mots pour conclure cette émission-là. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour la jeunesse de mon pays. Alors, merci beaucoup à vous. C'est vrai que votre parcours, si on devrait dérouler ça servir également d'exemple. Ça va servir également d'exemple. Merci à vous. Merci d'avoir choisi. Merci d'avoir accepté cette invitation pour nous entretenir, notamment. J'espère que les téléspectateurs ont tiré profit. Chers téléspectateurs, c'est vraiment la fin de ce numéro de Free Speech où nous avons reçu pour vous Dr Hubert Djogué, expert en formation humaine à l'université, formateur senior et chef d'entreprise pour nous entretenir, notamment après le bac, quelle orientation, quelles sont les filières, quelles sont les opportunités. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Free Speech. À bientôt.